Comment répondre au malaise des agriculteurs? Des appels au secours sont lancés aujourd'hui un peu partout en France avec des rassemblements d'agriculteurs devant les préfectures. Frédéric Danet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste environnement, auteur de ce livre, La cause végane, un nouvel intégrisme. Les agriculteurs sont en colère, ils le font savoir. Dans les slogans aujourd'hui, on entend beaucoup le manque de considération. Ils parlent d'agri-bashing. Vous parlez carrément de désamour. C'est du désamour, en fait, c'est un peu notre mauvaise conscience, le monde agricole. On lui fait payer le poids de toute la saleté de notre mode de vie. On leur fait payer le poids de la pollution, du bruit. Vous savez, mine de rien, les procès contre les coqs, contre le fumier qui fume. Là, les coqs qui font du bruit, c'est ça? Voilà, ça fait partie de la même chose. Les agriculteurs ont perdu la part symbolique qu'on leur accordait avant, qui était celle de nous nourrir. Et comme par hasard, la part symbolique qu'on accorde à l'alimentation a progressivement disparu en 30 ans. Donc on leur fait payer le poids de la pollution, du bien-être animal, du désordre de la planète, des problèmes d'environnement, etc. On leur fait tout payer parce qu'on les aime et on les hait en même temps. On les aime pour ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est-à-dire nous, notre mauvaise conscience par rapport à l'alimentation. Alors justement, vous parlez dans ce malaise, on parle de ce sentiment de dénigrement, et la pression des produits phytosanitaires, c'est d'actualité autour des arrêtés anti-pesticides. Est-ce que ça a joué dans la stigmatisation? Je pense que ça a été l'étincelle. Ça a été le coup de trop, si j'ose dire. Tout le monde le sait, les agriculteurs savent très bien que leur modèle économique, le modèle agricole traditionnel est en train de s'effondrer. Ils sont tous plus ou moins en train, au moins, de réfléchir à utiliser moins de pesticides. Mais là, ce qu'a fait le maire de Langoët, qui n'était pas stupide, symboliquement, il a eu raison de le faire, même si juridiquement, ça ne valait pas un clou. Mais ça a d'interdire l'épandage de pesticides trop proches c'est surtout d'instaurer une distance, la même pour tout, 150 mètres, qui n'a pas de valeur scientifique, qui n'a aucun sens par rapport à la réalité du monde agricole, parce que 150 mètres ici, c'est peut-être 20 mètres là-bas. Mais les agriculteurs ont perçu ça, et moi le premier, comme une espèce de cordon sanitaire, de parois étanches qu'on va mettre entre nous, les urbains, et le monde agricole. Comme si on ne voulait plus le voir, comme si on le mettait de côté dans la société. Et à mon avis, c'est ça qui a déclenché ce qui est en train de se passer aujourd'hui. En même temps, il faut régler cette problématique des pesticides, tout comme d'ailleurs la question de la souffrance animale, qui est peut-être aussi un autre sentiment de dénigrement que peuvent ressentir les agriculteurs autour des mouvements antispécistes, L214, etc. C'est pire que ça. Ce que je montre dans le livre, il y a un chapitre consacré. Je suis allé voir des éleveurs, savoir ce qu'ils en pensaient. Et en fait, c'est très balancé, c'est à la fois merci, parce qu'ils le disent, merci L214 pour avoir montré ce qui n'allait pas. Oui, on est conscient qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais par contre, ne venez pas nous traiter d'assassins, ne venez pas, nous, producteurs de lait, nous traiter de violeurs, ne venez pas nous traiter de criminels pour la planète, parce que nos élevages, mine de rien, maintiennent nos paysages, maintiennent des services que rendent les paysages de manière écologique, et maintiennent une anthropologie, une sociologie, maintiennent un lien très profond avec les animaux qu'on a instauré il y a entre 6 et 8 000 ans. Et ça, ils le vivent très très mal. Le fait d'être traité d'assassins, mais plus que ça, c'est d'être désignés comme des criminels. Alors justement, là, ils interpellent Emmanuel Macron directement, ils demandent des réponses au président de la République. C'est quoi les mesures qu'ils peuvent attendre ? De toute façon, c'est les mêmes mesures qu'ils réclament depuis 30 à 40 ans. Le problème des agriculteurs, ce n'est pas le seul problème, et c'est le problème majoritaire, c'est qu'ils ne sont pas payés au juste prix. Ils ne sont pas payés au juste prix parce qu'ils sont 420 000 face à 4 centrales d'achat, et on n'a rien réglé du tout. On va voir les revenus d'un agriculteur sur 3 qui est proprement hallucinant, puisqu'on parle de moins de 350 € par mois. Oui, alors... On peut revenir sur le mode de calcul, c'est un peu plus si on tient compte. C'est du net par rapport à un salarié, mais il y a une grosse partie des frais qui sont pris en charge par l'exploitation. Donc on peut mettre 2 fois plus. Allez, je vous le fais à la louche, mais c'est quand même pas terrible. Mais oui, on ne veut plus payer l'alimentation à son juste prix parce qu'on a perdu cette symbolique de l'alimentation. Avant, on savait l'alimentation d'où elle venait. Il y avait un lien plus ou moins direct, au moins fantasmé avec le paysan. Donc on savait quelle était la quantité de travail qu'il avait fallu développer pour avoir ce qu'on a dans notre assiette. Ça, c'est fini. Et puis, il y a l'intermédiaire de la grande distribution. Et la grande distribution, elle achète en dessous du prix de revient. Alors justement, il y a une loi alimentation qui a été votée il y a un an, qui était censée permettre une meilleure rémunération des agriculteurs. Visiblement, c'est un échec. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Écoutez-le. Encore aujourd'hui, un an après, le compte n'y est pas et que les agriculteurs ne sont pas assez rémunérés. Lorsqu'un producteur de lait vend son litre de lait à 33 ou 34 centimes, lorsqu'on sait que la construction du prix du litre de lait
est à 39 centimes, c'est ce qu'il y a dans le contrat de filière, et qu'on le retrouve à 1 euro dans la GMS, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. 33 centimes vendus par l'agriculteur, 1 euro acheté en gros par les consommateurs dans les GMS, donc les grandes et moyennes surfaces. Donc la différence va dans la poche des grandes surfaces. Évidemment, mais ça a toujours été comme ça. Enfin, moi, il me fait rire, le gouvernement me fait rire. On le sait depuis des années et on ne fait rien. Le problème, c'est qu'on ne veut pas s'attaquer à ce lobby, on ne veut pas casser les reins de ce monstre économique qu'est la grande distribution. Alors, il y a plein de raisons. Sans la grande distribution, il n'y a plus de pub dans la presse quotidienne régionale. Sans la grande distribution, il y a un tel lien, il y a une telle imbrication entre les politiques locaux, les collectivités et la grande distribution. Je ne parle pas de corruption, bien évidemment, je parle de fluidification des relations sociales. Il y a plein de villages où il n'y a plus que la grande distribution, et il n'y a même plus que la grande distribution pour financer les associations sportives et culturelles. Toucher à ça, c'est remettre en cause tout un modèle de développement qui ne crée pas beaucoup de richesse, en tout cas pas de richesse locale. Mais il faudra bien... Alors, il faudra bien... il faudra bien un jour casser ça. Alors, comment on fait? Est-ce qu'il faut tordre le bras de la grande distribution? Est-ce qu'il aurait fallu que ces règles soient imposées et pas au bon vouloir? Mais quand vous voyez que dans le rapport, il y a une commission parlementaire qui a rendu un rapport sur cette question-là, sur l'application des États généraux de l'alimentation. Ils en sont à dire il faudrait au moins demander poliment à la grande distribution pour qu'elle écrive ses propositions de prix. Il faudrait, c'est la proposition numéro 6, je crois, demander à ce que les négociateurs, ceux qui embêtent beaucoup, qui sont très brutaux envers les agriculteurs et les petits fournisseurs, les très petites entreprises, voilà, il faudrait qu'ils signent une charte de déontologie. On en est là en 2019. Ça donne une idée, il faut lire le rapport, il est passionnant. On ne sent pas le mot raquette, mais on ne sent pas le mot corruption, mais même si c'est là tout le temps. Et puis on sent l'extrême brutalité dont ont fait montre les gens qui ont été auditionnés par la commission. C'est un monde qui est terrifiant. C'est un monde qui est terrifiant, et tant qu'on ne l'aura pas un peu mis par terre, tant qu'on ne l'aura pas mis face à la loi, tant qu'on ne l'aura pas mis face à des contrôles, au respect d'imposition de prix, ça ne changera pas. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, consommateurs, du coup, pour mieux rémunérer les agriculteurs? Est-ce qu'il y a des façons d'agir efficaces? Il y a ce qui est symboliquement montré par les AMAP, c'est les circuits courts, c'est s'assurer que l'argent que l'on va dépenser va aller au maximum dans la poche du paysan. Donc, c'est aller sur les marchés, c'est aller chez les petits commerçants qui vont, eux, s'approvisionner chez les petits paysans. C'est ce qu'on appelle les circuits courts, tout bêtement, qui sont une réponse à la misère. C'est né dans les campagnes début des années 2000 par une réponse à la misère. Ça marche très très bien, et l'effet peut même être démultiplié par une forme d'ubérisation, c'est-à-dire utiliser Internet, utiliser les plateformes de mutualisation virtuelle pour accélérer le rapprochement entre consommateurs et producteurs. Moi, ça, j'y crois, mais pour l'instant, ça n'occupe qu'une toute petite partie du marché des produits alimentaires, malheureusement. Eh bien voilà, vive les circuits courts. Merci. Merci Frédéric Danry. Merci Mélanie. Journaliste environnement et auteur de ce livre, La cause végane, un nouvel intégrisme, c'est chez Buchet-Chastel. C'est pas facile à dire. Et c'est pas facile à dire, mais je suis arrivée. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel Detarlé qui revient sur les contestations sociales qui grondent un peu partout dans le monde. C'est dans l'air est intitulé ce soir Chili, Liban, Hong Kong, la colère des peuples. Bonne émission à vous.